qui trouve être quand même un protestant, bien sûr, mais lieutenant de la comtesse de Béarn. Donc c'est un homme qui est venu avec des canons, on en reparlera. Et je regardais à l'instant dans le texte de Guillaume Morand que je vous ai montré l'autre jour, comment la première fois ça s'est passé sans trop de problèmes, mais la deuxième fois il y a eu vraiment une attaque, il y a eu des morts en quantité, puisque c'est le moment le plus sanglant. Guillaume Morand dit 2000 morts, l'enquête de 1575 situe les dégâts, si j'ose dire, entre 800 et 1450 morts. Quoi qu'il en soit, il y a eu un bon millier de morts, au moins, et par conséquent, c'est l'épisode le plus sanglant de ces 5 prises de Tarbes, ou 6, 5 ou 6 même, on va y revenir, mais c'est l'épisode le plus sanglant avec donc plus d'un millier de morts certainement. Ensuite, difficile de savoir comment Montama a fait, alors qu'il y avait à Tarbes des défenseurs. Il y avait le capitaine Bonas à la tête de 700-800 hommes, donc c'était une véritable force défensive, bien sûr. Et comment il a fait? Je relisais à l'instant Guillaume Morand, là, mais il ne dit pas. Les défenseurs se sont trouvés tout d'un coup enveloppés de deux côtés, exterminés de deux côtés, à tel point qu'ils n'ont pas su de quel côté il fallait se défendre, ils ont été battus, largement. Mais ensuite, la soldatesque s'est déversée dans les rues de Tarbes, et par conséquent, il y a eu donc beaucoup de victimes civiles aussi, certainement, si l'on peut dire. Bon, et là, nous en sommes donc à l'avant-dernier épisode, qui va être celui du capitaine Lisier. Mais auparavant, il y a un événement essentiel, c'est la Saint-Barthélemy. Et la Saint-Barthélemy, donc c'est un événement parisien, mais qui a un retentissement partout, y compris certainement à Tarbes, même si on n'en sait guère plus. Alors voilà comment les gravures du temps montrent la chose. Alors sur celle-ci, on distingue l'amiral de Coligny, qui était un ministre qui dirigeait les affaires de la France à ce moment-là et qui était protestant. Et l'amiral de Coligny est visé par ce soldat qui va l'arquebuser. Vous voyez la fumée qui sort du canon et tout. C'est imagé. Et ensuite, à droite, eh bien, on voit l'amiral de Coligny qui est dans son lit et qui va être achevé. Vous voyez? Et puis ensuite, il va être ici défenestré. Voilà. D'ailleurs, les morts, nous disent les chroniqueurs, sont jetés à la Seine. Et ils s'accumulent donc à certains endroits en aval de Paris. Voilà ce qu'on nous racontait. Alors, ça montre quand même que, au départ, je vous ai dit que Catherine de Médicis n'était pas pour rien dans l'épisode. Elle a obtenu l'assentiment du roi pour exterminer tous les protestants importants. Mais ensuite, ce que le roi et la reine mère n'avaient pas prévu, c'est qu'il y a une émotion populaire et que le populaire va se mettre à tuer tous les protestants, tous ceux qu'ils connaissent dans leur rue, et il y a quand même des sortes
chefs de quartier, si vous voulez, de rue, de quartier, etc. Ce qui fait qu'on sait à peu près où ils sont, hein, et bien peu vont en réchapper. Surtout si vous regardez l'image suivante. Oh là là. Parce que là, ça vous montre l'ensemble un peu. Et vous voyez les cadavres qui sont jetés dans le canal, là. C'est aussi une gravure du temps. Il y a des gibets aussi. Il y a des pendus, vous voyez, enfin bon. Tous les moyens sont bons pour oxyre, comme il disait, les Huguenots. Alors, nous allons en venir maintenant au capitaine Lisier, donc. Le capitaine Lisier, à Saint-Sever de Rustan, d'abord. Le capitaine Lisier, alors il faut vous dire que, à Tarbes, notamment, on est en train de négocier avec les protestants du Béarn. Et il y a eu des sortes de promesses de paix, de tolérance réciproque, vous voyez. Donc on en est là, quand ce capitaine à la tête d'une bande de Béarnais vient donc et va s'emparer donc en 1574, pardon, j'ai pas corrigé, là il y a marqué 1578, c'est 1573 là. 1573, donc ne faites pas cette erreur. Mais sur la chronologie, c'était bon. Hein. C'est un vieux texte qui avait été tapé à une époque ancienne, où je devais avoir des élèves de 4e à ce moment-là. Donc on faisait les temps modernes. Ça ne nous rajeunit pas, hein, parce que ça remonte loin. Bon. Alors, on va essayer. Paye de Saint-Tubéry. Alors, c'est extrait de l'enquête de 1575, là. Hein, donc, celle qui décline un peu tous les ravages qu'ont effectués les protestants, notamment à l'époque de Montgomery. Hein. Paye de Saint-Tubéry, consul du lieu de Mansan, qui est un village à côté de Rabastens, pas loin, quoi, et à côté de Saint-Sever, par conséquent. Âgé de 30 ans ou environ, possédant un bien sans escu et plus, donc c'est un homme sans doute assez fortuné pour l'époque, témoin produit par le dit procureur moyennant serment, en qui, oui, est examiné sur le contenu de la dite rubrique. Dit être notoire, c'est-à-dire connu de tous, notoire à tous les circonvoisins du dit Saint-Sever, que le 10e de mars 573, 1573, donc, la dite ville aurait été surprise par le dit Ligier, capitaine de quelques troupes des ennemis du roi, par le moyen et adresse du dit capitaine Lafont, grand ami et familier des habitants de la dite ville, que aurait trouvé moyen faire ouvrir les portes d'Issel sous couleur de vouloir passer le pouls de la dite ville et passer au travers. Vous savez qu'il y a à Saint-Sever de Rustan un pont sur la Rosse et qu'on ne pouvait pas traverser le pont sur la Rosse sans traverser la ville. Donc il fallait traverser la ville pour arriver au pont, du moins quand on venait à l'ouest ici. Ça aurait été l'inverse de l'autre côté, bien sûr. Et passer au travers pour s'en aller trouver avec 4 ou 5 montés à cheval et armés, quelques compagnies de gens à cheval, et en cette couleur aurait fait ouvrir la porte d'ailleurs, entrer dans la ville, coiffé, un de sa troupe aurait donné un coup de pistoule au portier, duquel aurait été blessé aigrement au visage. Donc blessé sévèrement, hein, et aigrement, ça veut dire incontinent, le dit Ligier,
avec sa dite troupe, à cheval et à pied, qui demeurait caché dans un bois prochain de la dite ville, un bois proche de la dite ville, appartenant au dit abbé, serait l'abbé de l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, bien sûr. Donc le bois appartenait à l'abbé. Serait entré et saisi de la dite ville, et le premier rencontre fait grand meurtre des 10 habitants, et aussi rançonné ceux qui seraient demeurés des plus grandes sommes qu'il en aurait pu estorquer. Donc on comprend quand même. Et piller, saccager la dite ville, comme il aurait entendu par les plaintes des habitants que rapport commun des circonvoisins, et voit fréquemment comme les 10 ennemis, presque tous les jours, faisaient charroyer et emporter avec charrettes et chevaux et hommes des meubles de la dite ville dans le pays de Béarn d'où ils étaient venus. Et simplement faisait de même comme il aurait vu, c'est le témoin qui parle toujours, et semblablement faisait du même comme il aurait vu, faisait aux circonvoisins, pillant et dérobant tout ce qu'il pouvait trouver, et faisant prisonniers ceux qui pouvaient attraper, ayant quelques moyens de bailler deniers. Donc, on met les gens à la rançon, bien sûr. Tous ceux qui peuvent payer quelque chose, ils sont rançonnés. En outre, ceux auraient brûlé à terre, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien. Et en outre, ceux auraient brûlé à terre toutes les métairies du dit terroir de Saint-Sever, sans en laisser une qu'il sèche, ou pour couper toute la retraite aux guerriers estant de la partie du roi. Et après avoir séjourné 5 semaines ou plus, aurait mis le feu en tous les endroits de la ville. J'ai raté la dernière phrase. Bon, et après avoir séjourné 5 semaines en plus, aurait mis le feu en tous les endroits de la ville, et voyant Issel embrasé sans moyen de arrêter le feu, s'en serait allé. Se voyant la plupart des voisins le dépousant même, le témoin, il serait allé pour essayer d'arrêter le feu et garder quelques meubles de ce que les ennemis n'auraient pu emporter aux pauvres habitants. Mais il n'aurait été possible, causant le grand feu qui avait déjà brûlé presque toute la ville, de manière qu'il n'y serait demeuré rien, jusqu'aux fondements, sauf quelques murailles qui auraient demeuré levées, en quelques endroits, et 6 ou 7 petites maisons de petite valeur en un endroit de la ville, sur les murailles où à présent demeurent 5 ou 6 pauvres habitants. Toute la reste étant massacrée par les ennemis ou morts de pauvreté, et quelques-uns égarés en notre terre pour trouver moyen de gagner leur vie, demeurant par dite princes privés de toute habitation et bien meubles et sans moyen de faire travailler. À cause de quoi la plupart des terres demeurent hermes et infertiles, hermes c'est-à-dire incultivées, si que les 10 habitants n'ont moyen de payer les créanciers, moyen de satisfaire aux deniers et charges imposées par le roi, ils ne peuvent pas payer les impôts, par le roi notre sire, ou de messieurs ses lieutenants, plus dignes savoir recouler, à persévérer, énoncer, escrire. Voilà, donc ce témoin de mensonge. Donc, vous avez noté quand même qu'il n'a peut-être pas une force considérable, le capitaine Lisier, là, mais en fait, il a agi par ruse.
pour entrer dans la ville. Il faut dire que la ville, elle avait, au dire d'autres témoins, un portier, c'était le plus âgé de la ville. Peut-être qu'il dormait moins que les autres, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'était pas une défense très active au départ, hein. Donc ça a été très facile. Eh bien, l'année d'après, en 1974, donc, au début de l'année de 1574, le dit Lisier, là, va se diriger vers Tarbes et va donc prendre la ville. Alors là, c'est Guillaume Morand, hein. Alors, il raconte qu'il y a quelques bourgeois de Tarbes qui montent la garde la nuit, les portes étant fermées, et Moll, l'un d'entre eux, ils vont se coucher, en quelque sorte, et ils ont fini la garde, et il en reste très peu, 2 ou 3 peut-être. Moll, l'un d'entre eux, ouvrit la porte, et dès aussitôt qu'il eut abattu le pont-levis, 6 ou 7 soldats déguisés en paysans et affublés de capuchons se présentèrent, ayant chacun une cognée en l'épaule et soi-disant être charpentiers loués pour travailler en la maison de Manot de Prat. Disons simplement, c'est le plus riche de la ville. Donc ça paraît vraisemblable qu'il embauche déjà pour travailler à sa maison, là, hein. Et ayant reconnu la faiblesse du corps de garde, tirèrent les pistolets qu'ils avaient cachés dans leurs manches et s'étant saisis du pont-levis et de la porte et tué un soldat qui voulut faire résistance, contraignirent Moll et les autres de gagner au pied. Ça reste un peu énigmatique comme sens. Incontinent, l'un des 10 soldats déguisés accourut vers l'église de Saint-Jean et sonna à la grande cloche pour signal de leur entrée, auquel approchèrent le capitaine Lisier et le reste de sa compagnie, et après eux, M. de Bastian et autres gens de cheval. Il a 2 groupes, les gens à pied et les gens à cheval, donc. Monsieur de Bastian, donc, et ayant pris logis dans le bourg vieil et disposé le corps de garde pour la défense de la ville, ils s'acheminèrent vers la cité pour prendre l'église cathédrale et faire prisonnier les chanoines qui s'étaient retirés dans Issel, ayant entendu la surprise de la ville. Lisier entra facilement dans l'église, mais pour arriver à la voûte d'Issel, où les 10 chanoines étaient, il fallait monter un escalier, fort étroit et long, jusqu'à une porte posée presque au milieu. Alors ça existe encore, ça, hein. Si vous voulez monter sur la toiture de la cathédrale, donc il faut emprunter ce viré, ce petit escalier, là très étroit bien sûr. Donc la porte en haut de la muraille, haut de terre, auquel degré répondait un mâche-col qui défendait l'entrée de la dite porte. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'est un mâche-col, mais enfin, on comprend le sens. Hein. Lisier, étant armé de morion, le casque, et de cuirasse, voulut entreprendre de monter ce degré. Mais le chanoine Galopio, qui était official aussi, jeta par le manche-col une pièce de bois, les autres disent une tuile, et frappa Lisier sur le morion et le porta par terre. Mais ce n'est pas la fin du capitaine Lisier encore. Hein. Ce coup joint à la chute fut cause que Lisier, se trouvant blessé en la tête, se retira pour se désarmer et faire panser sa plaie. Néanmoins, il envoya sommer les chanoines de se rendre, leur promettant la vie sauve. Ils entrèrent en considération qu'en bref, c'est-à-dire très rapidement, hein, ils seraient affamés et pris, n'ayant vivre pour se nourrir, ni armes pour se défendre,
et que c'était un bonheur pour eux d'avoir pu ranger l'ennemi victorieux à rechercher les conditions qui leur étaient si avantageuses. C'est pourquoi ils le prirent au mot et se rendirent, après avoir reçu l'assurance de leur vie. Ils descendirent du haut de l'église et furent conduits vers le logis du capitaine Lisier, assez éloigné. La maison de Prat, évidemment c'est toujours la maison du plus riche, jusqu'à la maison de Prat où était logé le dit capitaine, qui le mit à rançon et après les envoya sans autre dommage. Donc, vous voyez, cet épisode, c'est quand même curieux. Il n'y a pas eu pratiquement un mort, un des soldats qui a tenté de résister à la porte. Là. Donc, c'est une prise de Tarbes qui se fait sans victime, en quelque sorte. Mais on peut dire sans défense aussi. Les seuls défenseurs furent les chanoines qui étaient réfugiés en haut du clocher de la cathédrale, vous voyez. Donc, c'est toujours la ruse. Oui. En 1570-71, Montamat prend Tarbes. Oui. Donc elle est déjà aux protestants. Ah non, mais entre-temps, il est parti. Ah, d'accord. Entre-temps, il est parti. Ces capitaines-là sont des baroudeurs, si vous voulez. Ils n'ont aucun intérêt à rester. De toute façon, c'est le comté de Bigorre, ça appartient au Béarn, quoi. Enfin, au comte du Béarn. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est un fief du Béarn, donc du comte du Béarn, la famille régnante du Béarn. Donc, vous voyez, ça pose des problèmes quand même. Hein. Voilà une possession de la Ligue à Paris. Mais il faut vous dire que, si on en revient là, il s'est passé des choses à Paris. D'abord, il y a eu la formation de la Sainte Ligue, donc à partir de 1579. Et puis, 1588, le roi est obligé de fuir Paris. Parce qu'il y a une insurrection avec celui qu'on appelle le roi de Paris, c'est-à-dire le duc de Guise. Et le duc de Guise, auréolé par quelques victoires militaires, défile dans les rues de Paris insurgé et il est acclamé partout, etc. Donc le roi va le faire assassiner. Bien sûr. Mais réponse du berger à la bergère, enfin, c'est vite dit là. Eh bien, Henri III va être assassiné, et par un moine, bien sûr, Jacques Clément, et par conséquent, on se retrouve avec un dilemme, c'est que le successeur, d'ailleurs nommé par Henri III déjà de son vivant, reconnu en quelque sorte par Henri III de son vivant, c'est donc le futur Henri IV, mais qui est protestant. Le roi de Navarre, comme on dit à l'époque, qui est protestant. Donc, grand dilemme, et finalement, en 1593, Henri IV pense qu'il ne pourra pas devenir vraiment roi de France sans prendre la religion de la majorité, donc il va abjurer et se convertir au catholicisme. Chose qu'on vous a dite, certainement, il y a bien longtemps, et à moi aussi, mais ce qui se passe, c'est que le futur Henri IV a été obligé d'abjurer plusieurs fois dans sa vie. Par exemple, pour échapper à la Saint-Barthélemy, on l'a obligé à se convertir. Vous voyez? Et donc ça c'était une première fois, mais enfin il y en a eu 3 ou 4 comme ça.
voyez, donc même après l'abjuration, il va avoir du mal et il va falloir pour lui reconquérir son pays, le pays dont il est le roi, ville après ville, province après province, vous voyez, ça ne s'est pas passé facilement. Heureusement, il remporte pratiquement que des victoires locales bien sûr, mais en fait des victoires, et finalement il va donc pouvoir régner en tant que roi à partir de cette époque-là, jusqu'à ce qu'il soit à son tour assassiné en 1610 par quelqu'un qui, on dit qu'il était affilié à un monastère ou quelque chose comme ça. Enfin, il avait une vocation ecclésiastique apparemment, il s'appelait Ravaillac. Ça vous revient en tête. On retient des choses comme ça. Hein. Donc, vous voyez, c'est une époque fort troublée. Et alors, après, juste un mot pour vous dire que le futur Louis XIII a 7 ou 8 ans à la mort de son père, et par conséquent, il va y avoir une nouvelle régence. Et qui dit régence dit trouble, pouvoir royal affaibli et trouble bien sûr. Hein. Et par conséquent, vous avez là les prémices d'un épisode qui se terminera d'ailleurs à l'époque de Louis XIV, hein, vous le savez, puisque là il va y avoir ce qu'on a appelé la Fronde, pour les mêmes raisons. Hein, pour les mêmes raisons. Mais à l'époque de Louis XIII, il va y avoir un homme qui va, comment dirais-je, conseiller donc les dirigeants, sinon diriger lui-même le pays, c'est Richelieu. Donc, voilà où nous en sommes, et si nous revenons à Tarbes maintenant, après cette digression à l'histoire générale rapide, voyez, à Paris, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que depuis notamment qu'on a chassé le roi de Paris, il y a une garnison espagnole à Paris. Philippe II n'a qu'un désir, c'est diriger la France comme il dirige le reste de son empire. Donc il y a des troupes espagnoles à Paris, il y a évidemment un ambassadeur qui a beaucoup de pouvoir à Paris, il dispose de troupes, alors c'est normal, et Paris sera reprise d'ailleurs aussi, donc par Henri IV finalement, hein. Et c'est lui qui disait Paris vaut bien une messe, hein. Vous vous rappelez ça, ça aussi. C'est ce qu'on dit. Quoi qu'il en soit, à cette époque-là, donc on a été à l'abjuration du roi, vous voyez, 1592, et entre 92 et 94, la Ligue donc apostolique et romaine, hein, la Ligue qui est contre Henri IV, bien sûr, même quand il a abjuré, même si ça a rassemblé beaucoup de monde, les fanatiques de la Ligue sont contre, évidemment, et ils cherchent un candidat pour succéder à Henri IV, déjà, hein, avec l'aide des Espagnols, parce que les Espagnols soutiennent la Ligue, bien sûr. Alors ici, il y a un autre épisode qui montre à quel point nous sommes misérables et qu'on n'a pas de défense vraiment. Hein. Regardez, c'est quoi que soit, le peuple de Comminges jusqu'au quitte paysan, ça veut dire sans doute jusqu'aux plus pauvres des paysans, assemblés en un tourbillon,
vint fondre sur la plaine de Bigorre et y fit tel désordre qu'il n'en avait été vu de pareil depuis le commencement des guerres quant au pillage. Car il y avait un capitaine qui avait son bagage assorti de 500 moutons, l'autre d'une troupe de juments, l'autre de vaches, et généralement capitaines et soldats, valets et volontaires, étaient si chargés de meubles que la charge leur en était ennuyeuse. Aussi, après le brigandage, les paysans de Bigorre abandonnèrent la culture des terres par manque de bétail et la plus grande partie d'iceux prit la route d'Espagne. C'est l'époque où donc il y a déjà une émigration vers l'Espagne. Cette émigration va être relativement importante quand même. Hein. Il faut dire que l'Espagne est attrayante. La langue espagnole n'est pas tellement différente de la langue locale. Ensuite, n'oubliez pas que l'Espagne, c'est l'or d'Amérique qui arrive, entre guillemets bien sûr, hein, parce que c'est surtout en fait de l'argent qui arrive à Séville. Hein. Mais en fait, donc on espère trouver à s'employer en Espagne. Alors, les vallées pyrénéennes sont absolument habituées à travailler de l'autre côté de la frontière. Par exemple, les Bigourdans sont réputés pour être de bons faucheurs. Et ils vont faucher donc dans les provinces espagnoles voisines de la frontière, bien sûr. Hein. Ils vont aussi ramasser les olives pour la cueillette et la fabrication de l'huile d'olive. Voyez ? Donc ce genre de choses qui existent depuis tout le temps. Hein. Il y a donc des relations avec l'Espagne et par conséquent, là, Guillaume Morand nous en parle pour la plaine de Bigorre même, ce qui est plus loin que les habituels passages de la frontière par les gens des vallées. Alors, que se passe-t-il après ? Eh bien, il y a à certaines époques donc une garnison à Tarbes, on en reparlera, des garnisons. Mais Guillaume Morand nous parle de ces fortifications et dit ceci, vous voyez, mais les dites fortifications et remparts de gazon ayant été abattus. Autrement dit, ce ne sont pas des murailles, hein, c'est simplement des fossés, des talus, de ces choses-là. Hein. Les soldats furent aussi congédiés en l'année 1595 et ne se parla plus de faire garde ni ne porter armes. Donc maintenant, on a une ville ouverte. D'accord. Durant la belle et heureuse paix qui commença de paraître au dia en 1594 et se manifesta comme un son parfait et accompli rond en l'année 1598, les murailles et bâtiments publics de la ville de Tarbes croulèrent en divers endroits et ont donné grosses dépenses aux habitants pour les réparer. Lesquelles réparations ont été fort avancées au mois de mai 1610, lorsque Dieu a fait aller de ce monde dans l'autre le très grand, très auguste et très victorieux prince Henri IV, roi de France et de Navarre, comte de Bigorre. Donc, vous voyez, à partir de là, nous avons la paix. Donc, on va récapituler un peu. Après ceci, bien sûr. Hein.
Donc le parti de la Ligue s'est installé à Tarbes, je vous ai dit l'autre jour, mais ça n'a pas été un siège ni rien, hein. Ils ont pris le pouvoir et ceux qui étaient contre sont partis. Donc les troupes restées fidèles au roi sont parties se réfugier à Rabastens, qui était une ville forte toujours, hein. Lourde aussi, hein. C'est une ville forte. Hein. Et certains habitants au château de Séméac principalement. Hein. Donc ils se réfugient. Le château de Séméac, les protestants n'y ont pas touché, parce que le duc de Gramont est un homme puissant qui doit avoir, même sur place, il doit avoir une garnison relativement importante, quoi. Bon, les ligueurs du Comminges, on l'a vu, et 1594, capitulation des ligueurs, donc Tarbes redevient comme avant l'épisode des guerres de religion, en quelque sorte, avec tous les dégâts, évidemment, en plus, hein, tout ce qu'on a accompli. Alors, si on fait maintenant, en guise de conclusion, un peu le bilan des destructions en Bigorre. Ça, c'est surtout après le premier passage de l'armée de Montgomery, donc qui est passé à travers la Bigorre. Et alors, tout de suite, vous voyez une chose qui saute aux yeux. Hein. Ici, la montagne, les vallées, rien. Ils sont passés, ils ont pillé, ils ont brûlé les églises, notamment les presbytères, les maisons possédées par des ecclésiastiques, mais ils n'ont pas séjourné en Bigorre assez longtemps pour pénétrer à la montagne. Alors il y a un vide ici, dans la région du Magnoac, là, vous voyez, région de Trie. Il y a un vide parce que ça ne fait pas partie de la Bigorre. Donc les sources n'en parlent pas. Ils n'ont pas l'équivalent de cette enquête de 1575 dans les archives d'Auch, par exemple, puisque ça dépendait surtout d'Auch ou de Saint-Bertrand du Comminges. Voilà, donc ça c'est la première constatation. Et deuxième remarque, hein, ça va être quelque chose de très difficile pour le pays quand même, hein, parce que même si on vous a brûlé l'église, la charpente, les murs, etc., ça va être des dépenses considérables. C'est bien ça qu'il faut se dire. Hein. Des dépenses considérables à une époque où généralement les paysans sont très pauvres et par conséquent il y a très peu d'argent pour faire ces choses-là. Et on va mettre des années et des années à rebâtir, donc à remettre les églises en état, à rebâtir les presbytères, etc. Ça va prendre beaucoup de temps, hein. Et ce n'est souvent que vers le milieu du XVIIe siècle, là, qu'on va avoir assez d'argent pour orner les églises qu'on a rafistolées. Et ça, c'est cet art que l'on trouve dans la région, l'art des rétables essentiellement, hein, des tabernacles. Enfin, ce sont les décorations d'églises qui vont, si vous voulez, prendre un essor considérable à cette époque-là, tout simplement parce que les églises, après le passage des protestants, sont restées nues et qu'il a fallu des années et des années pour rebâtir les églises éventuellement et pour orner l'intérieur. Voilà, ça c'est une première chose. Hein. Deuxième chose, on a été si malheureux parce qu'on est vraiment dans une situation peu enviable. En effet, vous voyez ici les points jaunes correspondent à l'implantation
protestante en France, l'implantation calviniste, puisqu'il n'y a pratiquement en France que des calvinistes. Et nous sommes très mal placés parce que nous sommes juste au pivot entre deux régions, une donc qui est protestante et l'autre qui est catholique. Voyez? Donc nous sommes sur le passage obligé des armées qui vont se combattre, c'est le cas de Montgomery par exemple. Et nous sommes une proie extrêmement facile, à la fois d'un côté les protestants et à la fois de l'autre les catholiques, un peu fanatiques évidemment, ceux de la Ligue. Donc nous sommes extrêmement mal placés et la position de Tarbes en particulier, au milieu de la plaine de Bigorre, est des plus difficiles donc à défendre, là, parce que il y a des convoitises de partout. C'est pas simplement une question religieuse, c'est aussi une question économique. On a des bandes de soldats, un peu comme les grandes compagnies au Moyen-Âge, comme les compagnons de Lourdes par exemple, c'est-à-dire des soldats, eh bien, les soldats, il faut les payer, il faut... donc, la plupart du temps, on leur permet le pillage. Je vous ai dit l'autre jour qu'on appelait ça la picorée. Donc, voilà une deuxième remarque. Alors, si on reprend, Tarbes prise 5 fois, on peut même dire 6. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, 1569, Montgomery. La première fois, il traverse, il va donc au secours de Navarinx, ville protestante assiégée par une armée catholique. Donc, il passe simplement et il laisse Tarbes de côté. Quand il repasse quelques mois plus tard, eh bien, on va lui dire que la ville ne sera pas défendue parce qu'elle est vide d'habitants. Parce que 2 protestants tarbais se sont arrangés pour faire courir le bruit qu'il arrivait et que par conséquent on avait juste le temps de partir à toute vitesse. Voyez, et par conséquent, il est arrivé, voyez ce que nous dit Morand, entre autres, en moins de 6 heures, la ville fut désertée. Donc, en une demi-journée, si vous voulez, grosso modo, ils sont partis en emportant tout ce qu'ils pouvaient. Donc, une ville vide, pas de défense, et par conséquent, Montgomery aurait eu tort de ne pas saisir l'occasion. Même s'il n'était pas là pour ça au départ. 1570, Montama, les habitants fuient, à nouveau, mais on a le capitaine Forgue avec quelques centaines de soldats, là, qui va résister. Or, il a résisté une nuit, c'est tout. Voyez ? Alors, quand il revient la deuxième fois, il a des canons. Donc, on y reviendra. Là, les Tarbais ont payé une garnison sous le commandement du capitaine Bonas. Et c'est lui qui fait brûler le Maubourguet et le Bourg-Crabé, de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas s'y cacher, s'y retrancher. Et donc, il met tous ses hommes, ils sont 700 ou 800 sans doute, donc il en a beaucoup quand même là, 700 ou 800, et il veut défendre les Bourg-Vieux et le Bourg-Neuf. Simplement les 2 bourgs. Voyez ? Mais, comme je vous le disais au début, il y a peu de résistance parce que la garnison va être prise entre 2 feux,
et ils ne savent pas s'ils ont été trahis ou quoi. D'ailleurs, Morand ne dit pas comment ça s'est passé, mais en tous les cas, il y a une partie des soldats de Montama qui sont déjà dans la ville. Soit qu'on leur ait, certainement qu'on leur a ouvert les portes ou quelque chose de ce type. Hein. On ne sait pas, il n'en dit pas plus, Morand. Hein. Toujours est-il qu'il dit que les troupes donc de Bonas sont prises entre deux feux, ils se sentent trahis, perdus, et donc ils sont exterminés ou bien rançonnés, l'un ou l'autre. 1514, ce qu'on a vu, Lisieux, il n'a aucun mal à pénétrer dans la ville. Seule résistance qui n'a pas duré longtemps, celle des chanoines dans la cathédrale. Hein. Mais lui, il est encore là, puisque un mois après, à peu près, oui, avril, mai, d'accord, un mois après, à peu près, eh bien, la ville est reprise par le duc de Gramont, donc le seigneur de Séméac, mais à la tête de, nous dit Guillaume Morand, 1500 arquebusiers et 800 cavaliers. Donc c'est une véritable armée quand même. Hein. 1592-93, la Ligue, donc là, Tarbes est prise de l'intérieur, si vous voulez, il n'y a pas de combat. Les habitants restés fidèles au roi et à la religion ancienne partent. L'armée fidèle au roi est partie à Rabastens, comme on l'a dit. Alors finalement, il y a eu un seul exploit de guerre, entre guillemets, c'est qu'en 1585, la garnison fixe, donc une garnison de soldats professionnels payés, repousse les Béarnais. Alors, c'est pas grand-chose quand même, hein, voyez. Alors, ce qui pose problème, c'est la chose suivante. Tarbes, apparemment, est une ville qu'on ne peut pas défendre, hein, une ville indéfendable, mais également une ville qui n'a pas été défendue. Il y a les deux choses. Alors, ville indéfendable, bien sûr, bon, je vais vous remettre le plan de Tarbes. Celui-là, le plus simple. Hein. Donc, le plan de Tarbes, eh bien, le plan de Tarbes, c'est que la ville est toute étirée en longueur, là, hein, sur 1 kilomètre environ. Alors, c'est très difficile à défendre. Il faudrait donc beaucoup d'hommes. On ne les a pas. Il faudrait payer ces hommes. On n'a pas d'argent. Voyez. Et la seconde solution, ce serait donc que les habitants de Tarbes se défendent d'eux-mêmes, bien que ce ne soient pas des soldats. Hein. Alors, ça s'est passé à certaines époques, mais les consuls de Tarbes n'ont jamais su choisir entre une garnison fixe, comme ça, et la défense des habitants. Mais vous avez vu que cette défense, quand elle existe, hein, quand les habitants défendent la ville, ils la défendent mal. La preuve, quand Lisieux est venu, hein, ils se sont emparés de la porte comme ça, très facilement, une simple ruse, et donc ça n'a été fini de Tarbes. Alors il y a cette longueur de fortification à défendre, vous voyez. Il y a aussi des fossés de défense, mais des fossés de défense où la vase quand même s'entasse au fil des ans, et
ils ne sont pas très profonds. À un moment donné, d'ailleurs, je crois que c'est en 1585 ou quelque chose comme ça, les Béarnais franchissent le canal. Vous voyez. D'autre part, et ça a été le cas de Montamat, je pense, il est facile, vous voyez, tous les canaux de Tarbes se rejoignent, sauf ceux qui sont à l'extrême bord de l'Adour, là. Les canaux de Tarbes se rejoignent au sud, et il y a un canal unique et une digue unique à travers de l'Adour au niveau de Sousse, hein, je vous l'ai dit, au niveau de la Loubert, si vous voulez, grosso modo. Et par conséquent, il est très facile d'envoyer une troupe d'hommes et avec quelques heures de travail, ils vont ouvrir la digue, les canaux vont tarir en grande partie, et par conséquent, il ne sera pas très difficile de les traverser. Donc vous avez ça, hein, une ville très difficile à défendre. D'ailleurs, à l'époque romaine, les dirigeants ne s'y étaient pas trompés, puisque à l'époque romaine, on n'a pas trouvé de fortification à Tarbes, et le lieu qu'on a choisi de fortifier et d'entourer de murailles, c'était Saint-Lézé. Et c'est un cas très rare, je dirais même unique, hein, dans la notice des provinces de la fin de l'époque romaine, là, eh bien, le seul endroit où il y a deux noms qui sont cités, c'est la Bigorre. On cite Tarbes et on cite donc Saint-Lézé. Vous voyez? Combien il y avait d'habitants à Tarbes à cette époque-là? Difficile à dire, hein? Difficile à dire. Peut-être, je ne sais pas, 3000, quelque chose comme ça. Pour l'époque, c'est déjà assez grand. Et c'est pas Paris, hein, loin de là. Paris, c'est 400 000 ou 500 000 habitants. Hein. Vous voyez? Donc, mais enfin, Toulouse, par exemple, n'était pas beaucoup plus grande hein, à l'époque. Ce sont des villes rurales à l'époque, hein, quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'activités, par exemple, etc. Donc, Tarbes, une ville difficile à défendre. Hein. D'autant plus que les fortifications sont des fortifications du Moyen-Âge. Donc, ces fortifications, comme le mur que vous avez derrière, là, en galets roulés de l'Adour, c'est pas forcément très résistant, mais en tous les cas, il y a beaucoup de brèches. Parce que, toujours pareil, pour réparer des murailles, il faut de l'argent. Et on n'a pas d'argent. Alors ça, c'est un gros problème. Et ce problème d'argent, on va le retrouver tout le temps. Pratiquement tout le temps. Toujours un déficit. Voilà. J'avais fait une petite étude qui est sur l'ouvrage que vous avez en main là quelque part, sur les finances de Tarbes à la fin du XVIIe siècle. Eh bien, c'est pareil. Hein. Dans le meilleur des cas, impossible de rembourser les dettes, parce que le budget est en déficit. Et dans le meilleur des cas, donc, au début 18e, au tout début 18e, si je me rappelle bien, on peut rembourser les dettes en 40 ans, à condition d'avoir toujours le même bonus dans le budget. Voilà. Donc, vous savez comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, on dilapide les bijoux de la couronne. C'est-à-dire qu'on va vendre ce qu'on peut vendre. On va vendre quelques terres, par exemple, pour parer au plus pressé. Donc, la situation est quand même très difficile. Hein. En plus, une chose qu'on verra la prochaine fois, hein, mais une chose, c'est que les gens, comme la situation est tellement désastreuse, les gens ne veulent plus être consuls.
Ils ne veulent plus avoir la responsabilité de la ville, quoi. Et ça, c'est presque comme ce que nous avons maintenant, quoi. Si on peut faire des comparaisons, osez quand même. Voilà. Vendre des terres à Tarbes, parce que Tarbes c'est petit, il n'y a pas beaucoup de surface. Oui, c'est exact. Tarbes est une petite ville, il n'y a pas beaucoup de surface, il a raison. Hein. Donc au Moyen-Âge, ça explique les conflits qu'on a eus avec des communes comme Libos, par exemple, ou comme Libos à propos des Landes, hein, des packages, parce qu'on est obligé d'envoyer les troupeaux quelque part là. Et on a été en conflit aussi avec Séméac à propos des barthes de l'Adour, des bords de l'Adour, avec cette végétation qu'on appelle les barthes. Vous voyez. Donc Tarbes a un petit territoire, il n'a pas grand-chose à vendre, il a raison. Hein. Et j'anticipe de beaucoup, mais au XVIIIe siècle, si vous voulez, on va s'en sortir de la manière suivante, c'est que on va obliger la montagne à payer des charges. Jusque-là, ils étaient exempts de charges et exempts de service militaire, normalement. Voilà, ils étaient là et ils gardaient la frontière. Ils avaient le droit d'avoir des armes pour garder la frontière. Mais ils étaient exempts de beaucoup de choses, et on y reviendra. Hein. Et puis, Tarbes va finir par vendre le fleuron de ses possessions, c'est-à-dire la montagne de Tourmalet. À Bagnères. Et oui. On l'a vendu à Bagnères. Voilà, on l'a vendu. Voilà, Bagnères ou Campan, enfin, peu importe. Toujours est-il que Tarbes avait une montagne pour l'estive, hein, c'est toujours pareil, hein, pour la transhumance et pour l'estive de ces troupeaux, et par conséquent, ça va être la seule solution à une époque aussi, donc plus tardive, hein, beaucoup plus tardive, mais où les problèmes sont les mêmes, hein, bien sûr. Ensuite, on s'interroge sur le fait que, finalement, Tarbes n'a pas été défendu. Vous voyez, une fois, il a résisté une nuit, une autre fois, ils ont été pris par surprise entre deux feux, à l'époque de Montama, deuxième épisode. Ils ont résisté très très peu, puisqu'ils étaient pris entre deux feux, ils se sont crus perdus très vite, ils ont abandonné la partie, et puis voilà. Donc, on s'interrogera aussi sur ce fait-là. Tarbes, ville indéfendable, mais ville qui n'a pas été défendue. Pratiquement, on peut dire ça. Voilà, mais ce sera la prochaine fois. Alors. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.